Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, Emmanuel Macron est depuis une poignée d'heures le 8e président de la 5e République française. À quoi ressemblera son quinquennat? Sa marge de manœuvre dépendra fortement du nouveau Parlement. La bataille pour les législatives est lancée. Confirmera-t-elle la décomposition, la recomposition du jeu politique en France? Le président américain vire le patron du FBI et c'est un nouveau tollé à Washington. Donald Trump a-t-il voulu empêcher James Comey d'enquêter sur ses liens avec la Russie? Risque-t-il gros en braquant le renseignement contre lui? Comment poursuivre cette enquête? L'affaire a un parfum de Watergate. Donald Trump est-il sur la voie de la destitution? En République démocratique du Congo, le bras de fer politique entre pouvoir et opposition. Le nouveau gouvernement est dénoncé. Le rapatriement du corps de l'opposant historique Étienne Tshisekedi a encore été reporté. Dans ce contexte, comment organiser les élections d'ici à la fin de l'année? Le président Kabila joue-t-il la montre? Les Congolais vont-ils perdre patience? Pour répondre à toutes ces questions, voici tout de suite nos kiosqueurs en plateau. Juliette Grange, philosophe du politique, professeur à l'université François Rabelais de Tours, également essayiste. Vous préparez en ce moment un livre sur le néoconservatisme. Louis Comayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Thomas Cantaloupe, grand reporter pour le site français d'information Mediapart, auparavant et notamment correspondant pour plusieurs médias à Washington et à New York. Et puis Gérard Leclerc, conseiller éditorial à la revue trimestrielle Oui Demain, consacrée aux questions sociétales, ancien rédacteur en chef à France 2 et à France 3. Jusqu'à il y a 2 ans, vous présidiez la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale, LCP. Merci à vous 4 d'être ici en plateau pour commenter cette actualité. Vous pouvez vous aussi le faire sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou alors sur Twitter avec le hashtag kiosque. Depuis tout à l'heure, donc, la France a un nouveau président. C'est le tout début du quinquennat Macron. Monsieur le Président de la République, votre réussite sera la réussite de la France. Le temps est venu pour la France de se hisser à la hauteur du moment. La division et les fractures qui parcourent notre société doivent être surmontées, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou morales. Car le monde attend de nous que nous soyons forts, solides et clairvoyants. La mission de la France dans le monde est éminente. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour apporter, chaque fois que cela sera nécessaire, une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Qu'il s'agisse de la crise migratoire, du défi climatique, des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial et bien sûr du terrorisme. Plus rien désormais ne frappe les uns en épargnant les autres. La passation de pouvoir s'est déroulée ce dimanche matin. Votre première réaction sur ces images et sur son discours, Gérard, d'abord? Il a réussi cette première étape qui est importante, c'est pas toujours le cas. Il y a parfois des faux pas. On se souvient de François Hollande ne raccompagnant pas Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture. Là, tout s'est bien passé avec une vraie solennité, une vraie gravité et aussi un discours tout à fait politique d'Emmanuel Macron où il a présenté son élection comme celle du choix de l'espoir et de l'esprit de conquête. Et où il a dit ses objectifs, 2 grands objectifs. Le premier, de redonner confiance aux Français, notamment concrètement en appliquant un certain nombre de grandes réformes qu'il a annoncées, dont il avait parlé pendant sa campagne, mais qu'il a redit ce matin, aussi bien sur la loi travail que sur la création, d'une façon générale, la création, l'innovation, la défense de l'éducation et de la culture. Et puis deuxième grande idée, la place de la France dans le monde. Et là aussi, c'est surtout sur
sur cette scène. C'est des choses qui nous intéressent. Il a parlé de la mission, de la parole, de la mission de la France dans le monde face aux grandes crises, la crise des migrants, le défi climatique, mais aussi il a parlé des excès du capitalisme mondial et bien évidemment du terrorisme. Donc vous voyez, c'était pas des mots pour faire du bruit ou plus uniquement des côtés protocolaires. Il y avait un vrai discours politique derrière ça et tous les symboles étaient réunis, y compris quand il est allé à l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu. Il y est parti avec une voiture, un véhicule militaire, une façon de souligner justement le fait qu'il prenait, bien qu'il n'ait que 39 ans, qu'il prenait pleinement la fonction, et notamment dans son rôle de chef des armées, avec la volonté de protéger les Français, que la France intervienne là où il le fallait dans le monde. Il le fait parce que la France est en guerre ou parce que lui n'a pas encore montré cette stature régalienne et notamment sur il y avait un peu les deux. Il y a les deux. D'ailleurs, l'un de ses tout premiers déplacements dès cette semaine, ce sera sans doute au Mali, donc pour bien montrer qu'il là-dessus, il est dans la continuité de la politique française. Et puis ensuite, il est redescendu avec cette fois-ci le côté plus civil dans une voiture, dans une nouvelle voiture française, la DS. Enfin voilà, il y a à peu près tous les symboles. Et entre-temps, il est allé serrer quelques mains, etc. Tout y était. Voilà. Tout y était pour vous aussi, Juliette Grange? Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais je voudrais apporter une petite critique. C'est mon rôle de philosophe. On est encore dans un entre-deux, dans un moment d'empathie. Je ne mets pas en cause l'individu, j'appartiens d'ailleurs En Marche, enfin, ça suscite un énorme espoir. Néanmoins, on voit là l'incarnation, la monarchie présidentielle. Alors, on est un peu en entre-deux, les principes ont été évoqués, mais la République en France, c'est plutôt des idéaux qu'une personne. La personne, c'était la monarchie. Et nous avons repris avec la fonction présidentielle des traits d'incarnation du pouvoir qu'on trouve dans le populisme de l'extrême droite ou de l'extrême gauche et qui est très présent malgré tout, encore malgré la rénovation du style auquel on est quand même extrêmement sensible. Thomas, parce que vous l'évoquiez, un état de grâce pour Emmanuel Macron ou pas? Pour l'instant, oui, il y a un état de grâce. Après, mais est-ce que ça va durer? Parce que souvent, un état de grâce peut durer 3 mois. Est-ce que ça va durer 3 mois? Ce qui m'a intéressé, c'était en fait, c'est dans son discours, il y avait un élément. D'habitude, c'est le genre de discours où la France est grande et tous les Français sont fabuleux. Et il a démarré sur le malaise français, qui était une façon en creux de parler de lui-même, de son accession au pouvoir, d'un candidat que personne n'imaginait là, il y a même moins d'un an. Sa jeunesse, l'espoir qu'il suscite. Il y avait des belles images d'ailleurs quand il redescendait les Champs-Élysées, justement, après être monté en camion militaire. Là, sa redescente, il y avait un enthousiasme de gens plutôt trentenaires, quarantenaires autour de lui. Et c'était intéressant, je trouve, de démarrer son discours sur ce malaise que... on ressent, enfin que beaucoup de gens ressentent. Il n'avait pas tellement le choix vu les conditions de son élection. Oui, mais justement, c'était intéressant. Il n'a pas cherché à l'écarter. Louis? Non, mais je pense que déjà, sur le fait que la passation se soit faite dans des conditions quasi normales, pour reprendre le vocabulaire de quelqu'un, c'est parce qu'il n'est pas un adversaire politique. On est quand même dans une ambiance où il a été son conseiller, il a été son ministre, et c'est normal qu'au moment de faire la passation de pouvoir, ce soit plutôt pacifié. La deuxième chose, c'est que sur le terrain africain, il s'affirme, avec l'aide de Yves Le Drian probablement, ancien ministre de la Défense, comme quelqu'un qui veut marquer encore cette souveraineté et cette place de la France dans le dispositif de paix et de sécurité dans le monde. Pour les Africains, ça va probablement changer également quelque chose, au moins pour 2 raisons. La première, c'est que ça ferme la parenthèse qu'on avait eue avec Giscard, où ça avait commencé avec les éboueurs qui avaient été reçus à l'Élysée. Là, c'est un peu comme si l'Afrique entrait à l'Élysée à travers les tirailleurs sénégalais, à travers cette promotion. Il fait partie de la promotion Senghor, je crois, de l'ENA. Donc, c'est un peu ces tirailleurs-là aussi qui entre à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Et donc, c'est une belle parenthèse qui se ferme. Espérons simplement dans le symbole aussi on est de ce point de vue-là. La question qui se pose aujourd'hui, puisque le quinquennat démarre là, sous quels auspices, quel sera le style d'Emmanuel Macron et comment va-t-il résister à l'exercice du pouvoir? Alors ça, c'est là où c'est la fameuse phrase de Léon Blum, les difficultés commencent. Pour l'instant, ce qu'il vient de faire, c'est presque le plus facile. C'est vrai que la situation est difficile, mais il
c'est vrai que la grande idée, c'est redonner confiance, redonner de l'espoir à ce pays. Et c'est vrai que c'est surpris, il faut bien le dire, le monde entier. D'ailleurs, jamais la planète ne s'est autant intéressée à une élection présidentielle qu'à celle-ci. Alors, ça tient au fait qu'effectivement, il a 39 ans, mais ça tient aussi qu'il arrive dans un contexte international très particulier. On ne le connaît pas beaucoup non plus, alors, finalement. Est-ce que justement, sur le style, est-ce qu'il va aller... Parce que c'est ce qu'il promet, il promet d'aller droit dans le dur très vite. Oui, et il l'a redit ce matin, mais c'est pour ça, je disais, que le monde entier a regardé cette élection avec beaucoup d'intérêt, pas seulement pour sa personne, c'est vrai qu'il a le côté inconnu encore il y a 3 ans, non seulement du monde, mais des Français, mais aussi le fait que ça vient après Trump, après le Brexit, après la montée des populismes en Europe, et en plus, il s'est retrouvé au 2e tour face à une candidate d'extrême droite. Donc vous voyez, tout ça fait quand même il y a des enjeux au niveau non seulement de la France, mais de l'Europe et du monde qui sont importants. Et tout ça arrive aussi avant les législatives, puisqu'on sort à peine de la campagne présidentielle qui a été violente, parfois en dessous de la ceinture. À peine achevée, c'est la bataille pour les législatives qui commence, des législatives très incertaines, là aussi pour l'instant, notamment, et c'est vrai, en raison aussi d'un dégoût des Français pour la politique. C'est le mot qui est ressorti pendant cette campagne présidentielle. Oui. On l'a vu toute cette semaine déjà dans ces préparatifs pour les législatives, des parachutages, de l'opportunisme électoral, danse du ventre de certains candidats. Ces grandes manœuvres, est-ce que ça n'est pas justement ce que les Français n'attendent pas et ce dont ils ne veulent plus? Est-ce qu'on repart dans un temps politique qui va être difficile? Un moment politique très particulier jusqu'aux législatives, puisque tous les présidents précédents partaient aux législatives, mais avec un parti, des députés. Enfin, ça, François Hollande, en 2012, il a beau ne pas avoir la majorité à l'Assemblée, il y a 200 et quelques des PS qui sont déjà là. Donc, il va essayer d'en gagner 50 de plus, enfin 30 de plus pour avoir la majorité. Sarkozy, c'était pareil il y a 5 ans, et ainsi de suite. Mais Emmanuel Macron, aujourd'hui... il a quelques transfuges, mais il a peut-être 10-20 députés avec lui aujourd'hui. Donc le moment va être très particulier. Il va falloir qu'il séduise encore plus les Français. On a vu la présentation finalement des candidats jeudi dernier, qui s'est pas si bien passé que ça. Il a commencé à y avoir quelques couacs avec le Modem, quelques personnes qui étaient sur la liste qui ont dit non, je ne peux pas y aller. Donc le Modem, voilà. Son allié, qui s'estimait déjà un peu fouillé. Donc on est dans les jeux partisans là. Oui, c'est les jeux partisans et ça va être un moment, il va falloir qu'il donne des gages à la droite, à la gauche. Ça va être très particulier. On n'a jamais assisté à ça pour obtenir une majorité de gouvernement. Et le quinquennat va se jouer sur l'image qu'aura ce Parlement, non? Oui, non seulement l'image, mais sur sa réalité. Il faut vraiment le redire, c'est une élection qui ne ressemble à aucune autre. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un totalement inconnu qui, en 3 ans, devient président de la République, qui arrive sans parti politique, comme l'a dit mon confrère, tout à fait, et dont on ne sait même pas aujourd'hui qui va être Premier ministre. Et s'il va le choisir plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche, comment il va réussir son pari, qui n'a jamais là aussi été réalisé sous la Ve République, de regrouper dans un même gouvernement des gens venant à la fois de droite et de gauche. Toute la vie politique de la Ve République a toujours été structurée autour de 2 grandes forces gouvernementales, une à droite, une à gauche, et c'était l'alternance de l'un à l'autre. Là, c'est un schéma totalement différent. Alors, pour répondre à votre question, oui, c'est plein d'incertitudes, et notamment celle de savoir est-ce que oui ou non il aura une majorité, ou est-ce qu'on va se retrouver dans un nouveau schéma où il faudra composer avec soit même une simple cohabitation. Après tout, les Républicains, la droite peut très bien, à la gauche ça paraît plus difficile, mais la droite peut très bien gagner les législatives, c'est pas impossible. Ou est-ce qu'il sera une majorité pour lui, ou il devra-t-il faire des sortes de compromis, d'accords, d'idées sur tel ou tel projet? Donc vous voyez, on est pour l'instant toujours en pleine incertitude. Juliette Grange, cohabitation, coalition, tout ça tourne autour du consensus. Est-ce que c'est dans les habitudes politiques de la France? Ce qui me frappe, évidemment, il faut qu'il y ait une majorité à la Chambre pour gouverner, mais ce qui me frappe, c'est que je pense que la société française en a assez, en effet, de focaliser l'attention politique sur des personnes. Depuis les primaires de la droite, on ne parle que de personnes, de leurs conjoints, de leurs affaires, de leur style de vie, alors que souterrainement, et la candidature de Marine Le Pen et son succès le montrent, mais il n'y a pas que cela. Il y a les groupes qui entouraient François Fillon, il y a à l'intérieur de la société même, c'est-à-dire dans la chair même du politique, une montée de points de vue extrémistes qui ne se réduisent pas à l'expression partisane, qui sont un mouvement de fond culturel, sociétal, qui peut-être n'est pas perceptible si on s'intéresse uniquement au jeu des appareils, aux personnes. Au-delà, je pense qu'il faut véritablement une sensibilité politique à ces questions. Emmanuel Macron a très peu parlé de laïcité, par exemple. On ne sait pas comment il l'a définie. Ça me paraît primordial, en l'occurrence. Oui, c'est vrai, sur la laïcité. En revanche, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit
dit qu'il n'y a pas eu de débat, etc. Déjà, il n'y a jamais eu une élection présidentielle où il y a eu autant de confrontations, de débats organisés à la télévision, notamment tout simplement parce qu'avant, ça n'existait pas. C'est la première fois qu'il y a eu un débat entre tous les candidats avant le premier tour. C'est la première fois qu'il y a eu toute une série avec les primaires. Les primaires ont eu cet avantage, au moins qu'on les a vus débattre. Et puis alors, sur les idées, il y a quand même eu un certain nombre, alors pas suffisamment peut-être, mais il y a eu un certain nombre d'idées. Et moi, je suis frappé par le fait que le président, c'est la première fois qu'on a un candidat qui est clairement pro-européen, qui en fait un des thèmes de sa campagne, dans ses meetings et des drapeaux européens. Et c'est d'autant plus paradoxal que si vous additionnez le premier tour, les résultats des premiers tours des différents candidats, vous avez une majorité de candidats qui sont clairement soit eurosceptiques, soit hostiles à l'Europe. Donc vous voyez, il y a un vrai quand même là, il y a des choses quand même assez intéressantes qui se sont produites. Même chose sur les programmes économiques. On a quand même eu affaire au premier tour à des programmes qui étaient quand même très différents et qui allaient très loin dans un sens ou dans l'autre, entre celui de Marine Le Pen, qui était quand même un programme populiste très à droite. Mais quelle sera justement, en vue des législatives, pardonnez-moi, quelle sera la place de ces extrêmes, que ce soit l'extrême gauche de Mélenchon, l'extrême droite de Marine Le Pen? Est-ce que, si, admettons, s'il y a une polarisation vers le centre dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce que du coup, ça va apporter du poids aux extrêmes? C'est le risque, en tout cas, ceux qui se méfient de cette espèce d'idée de faire un gouvernement à la fois gauche et droite. Le risque, c'est ça, c'est que si vous avez un gouvernement comme ça au pouvoir, l'opposition, vous avez tendance à la laisser soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. C'est ça le danger. Juliette? Il y aura une recomposition, je pense, autour peut-être de Marion Maréchal-Le Pen, en tout cas des groupes qui étaient derrière François Fillon, d'une partie du FN et d'autres groupes encore. Et je pense qu'on risque d'avoir une extrême droite extrêmement forte dans les années qui viennent. En tout cas, et l'enjeu, c'est ce qui va se passer dans 5 ans et ce qui va se passer entre-temps. J'espère que notre président et ses équipes est conscient de cet enjeu, je le crois. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas enterrer trop tôt les partis politiques. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de législative. Et puis, de toute façon, en termes de renouvellement politique, vu l'a priori, qui est celui de dire il n'a pas beaucoup d'expérience, il faudra qu'il fasse ses preuves, il devra forcément aller chercher des personnes d'expérience. Et je pense que de ce point de vue-là, au niveau à la fois du centre et des Républicains, il y a la possibilité qu'il y ait une espèce de recomposition et que dans 3 mois ou un peu plus tard, au regard de la conjoncture internationale, diplomatique ou politique, on se retrouve avec des partis qui renaissent de leur cendre et arrivent à imprimer leur idéologie. Alors, pour l'instant, il y a peut-être plus une tendance au mouvement. En Marche, c'était un mouvement. Côté Front National, il y avait Bleu Marine. Là, à gauche, Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle, et Anne Hidalgo, maire de Paris, annoncent aussi la création de mouvements. Est-ce que c'est une façon de répondre justement à une pagaille dans les partis politiques? Vous dites, vous, qu'ils ne sont pas morts, mais pour l'instant, ils se portent pas forcément très bien? Ils se portent pas bien, mais les tendances, on les a toujours eues. Que ce soit au sein du Parti socialiste ou au niveau de la droite, il y a toujours eu des tendances. Ça ne signifie pas que les grands mouvements sont morts. Ça signifie qu'ils sont peut-être en train de traverser une période de crise de la quarantaine, de la cinquantaine, peu importe, mais ils traversent une crise, mais ils n'en mourront pas. Ils se relèveront. Je pense qu'il y a peut-être un dédain dû aux affaires politico-économiques qui ont dégoûté un certain nombre de personnes, mais quand cette période-là sera passée, je suis à peu près convaincu que les partis reprendront leur droit. De toute façon, je ne vois pas de démocratie sans parti politique. Et en même temps, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une crise très profonde des partis politiques, en tout cas des partis de gouvernement. Je veux dire, imaginez, regardez le fait qu'il n'y a aucun des 2 grandes forces politiques du gouvernement qui a été représenté au 2e tour. C'est quand même incroyable. Donc il va y avoir forcément une recomposition, une réorganisation, qui tient aussi au fait, selon moi, que les clivages politiques tels qu'ils existaient ne correspondaient plus tout à fait à la réalité. Par exemple, la question européenne traverse les partis aussi bien à droite qu'à gauche. Donc il va falloir que tout ça se remette en place, se recompose. Et dans le fonctionnement, je crois qu'on va effectivement passer de partis tels qu'ils fonctionnaient jusqu'à maintenant à quelque chose qui sera plus de genre du mouvement. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi la différence entre un parti et un le mouvement? parti, c'est très organisé, c'est très structuré. Le problème, c'est qu'en France, c'est déjà, il y a longtemps que ça existe, mais c'est
c'est de pire en pire. C'est-à-dire que ces partis, il y a de moins en moins de militants. Donc ça pose un problème. Si vous allez en Allemagne ou en Angleterre, etc., les partis, c'est une vraie consistance. En France, vous avez des partis, vous n'avez plus que quelques dizaines de milliers d'adhérents. Donc Vous prenez les deux grands partis, ils font même pas 1 million de... Voilà, et ce qui explique qu'il y a eu les primaires, c'est que les partis à eux tout seuls ne sont plus capables d'imposer un candidat. Pas de démocratie sans parti, nous disait Gérard. Je suis d'accord, pas de démocratie sans parti, mais il faut que les partis aient un sens, c'est-à-dire qu'ils soient porteurs d'une éducation politique, de principes de discussion, d'idées neuves, ce qui n'est pas le cas. Si vous avez traîné dans des partis, c'est pas du tout le cas. On se demande ce que vous venez faire là, parce qu'on craint que vous n'ayez quelque ambition. C'est lamentable. Mais je dois dire que l'extrême droite a souhaité que les grands partis éclatent, parce que je crois qu'il y a un danger, peut-être dans cet éclatement des grands partis. On peut se réjouir de voir partir en fumée un peu de sclérose, mais je crois qu'ils sont nécessaires à l'espace des libertés publiques. Et faire éclater les partis de droite aux États-Unis aussi, c'était ou entrer à l'intérieur des Républicains, ou faire éclater le parti de manière à polariser la vie politique par les extrémistes. Je pense que c'est assez dangereux. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. En Marche a été présenté comme un mouvement, et c'est vrai que ça a démarré un peu comme une agrégation de bonne volonté, mais c'est en train de se transformer en tant que parti. Il va y avoir un label aux législatives, il va y avoir des piliers de ce parti. On a vu Emmanuel Macron n'est plus président, il a été remplacé par quelqu'un qui est là depuis le début. Donc c'est en train de se structurer comme des partis. Ce que je pense qui va être compliqué pour le coup, le renouvellement voulu par Emmanuel Macron est affiché avec les 435 et quelques personnes investies. C'est bien, sur le papier, effectivement, ça remplit toutes les cases, le renouvellement, la jeunesse, la féminisation. Mais après, on élit un député, et le député, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qu'on voit de temps en temps dans son quartier, à qui et là, ça va être compliqué pour lui, vous pensez? Et là, je pense qu'il va s'affronter avec des gens qui sont complètement inconnus. On a même vu des cas de figure où la personne nommée, investie par le mouvement En Marche, n'avait quasiment pas participé au comité de locaux d'En Marche. C'est-à-dire que des gens qui avaient participé à la campagne ont vu quelqu'un qui arrive, ils ne le connaissent pas. Ils ont un mois pour se faire connaître d'ici au second tour il y a des législatives. Il y a des députés qui sont élus, réélus depuis des années. Il y a des opposants qui sont tout aussi connus que ceux qui sont élus. Et là-dedans, et on va voir là pendant le mois qui vient justement comment tout ça va se mettre en place d'ici au second tour des législatives. Un dernier point qu'on va aborder, puis on va conclure là-dessus rapidement. Emmanuel Macron l'a emporté la semaine dernière avec 66% des voix face à Marine Le Pen, mais c'est avec une abstention de 25%, un nombre de bulletins blancs et nuls qui était un nombre record, 11,5% à peu près. Comment réintégrer ces électeurs dans la vie politique, dans la vie démocratique ? En leur montrant qu'on s'intéresse à leurs problèmes, qu'on ne se contente pas d'en faire des éléments de discours politique ou de débat aussi intéressants soient-ils. C'est que jusqu'à présent, depuis qu'il y a eu ce référendum sur la Constitution européenne, les populations ont l'impression que leur avis ne compte pas, que leurs préoccupations sont très loin de l'agenda politique des dirigeants et que du coup, vous ajoutez à cela les crises de confiance qu'il y a eu avec les affaires Fillon ou d'autres. Donc, moralisation de la vie politique. La moralisation de la vie politique. Tout cela a consisté à faire que les gens perdent goût à l'action politique. Si jamais on leur montre que et le chômage et les autres questions de pauvreté, le pouvoir d'achat, que tous ces éléments-là ne sont pas théoriques, mais qu'ils engagent véritablement la sécurité, qu'ils intéressent véritablement, qu'il y a des réponses concrètes qui sont apportées. Je pense qu'il y aura une nouvelle histoire d'amour avec les politiques. Juliette, l'histoire d'amour avec les politiques, vous y croyez, ça va revenir? Vraiment, mais je pense que c'est uniquement des éléments pragmatiques, c'est-à-dire des mesures précises qui peuvent convaincre. Thomas? Oui, je suis assez d'accord. Mais Emmanuel Macron lui-même l'a bien analysé en disant, voilà, j'ai été élu, bon, il n'a pas dit ça comme ça, mais concours de circonstances, mais moi je veux réintégrer effectivement et faire diminuer l'abstention, faire diminuer les extrêmes, c'est surtout ça. Enfin, une extrême droite et une gauche un peu radicalisée, que je ne qualifierais pas d'extrême gauche, il le sait, c'est sa feuille de route, il l'a assez bien défini au cours des débats, des interviews, c'est réintégrer ces gens-là, leur donner des gages, montrer qu'ils les écoutent, prendre des mesures qui les concernent. Pour conclure, Gérard. En un mot, je ne pense pas qu'il y ait un dégoût des Français pour la politique. Il y a un vrai problème entre les Français et les politiques. Et la raison, à mon avis, première, c'est tout simplement le sentiment d'impuissance des politiques. N'oubliez pas que ça fait 40 ans qu'il y a du chômage en France, qui progresse quasiment sans arrêt, et qu'on a eu des gouvernements de droite de gauche. Aucun n'a réussi à résoudre le problème. Donc le grand défi d'Emmanuel Macron, il est notamment là. Et il faudra surtout qu'on arrête de dire aux gens on vote contre.
Parce que depuis 2002, ce n'est que cela. On vote contre le Front National, on vote pour éviter que les extrêmes arrivent. Il faudrait qu'on arrête d'avoir ce prétexte des extrêmes et qu'on rentre dans le dur, qu'on résolve les problèmes du quotidien. Et il a 5 ans pour convaincre ou pour décevoir, on verra. Demain lundi, pour son agenda quand même, le nouveau président doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. On connaîtra donc le nom de son nouveau Premier ministre en fin de journée aujourd'hui, peut-être demain matin. Et puis les législatives, je le rappelle, qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Et soudain, Donald Trump, on passe à autre chose. Donald Trump, qu'a-t-il fait? Il a limogé le patron du FBI. Mardi, cette annonce explosive a déclenché un puissant séisme politique dans la capitale américaine. James Comey chapeautait l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle et surtout sur une possible collusion entre Moscou et certains membres de l'équipe Trump. Toute la semaine, le président n'a cessé d'ajouter à la confusion générale. Un renvoi immédiat signifié par cette lettre du président. C'est parce qu'il ne faisait pas un bon boulot, c'est tout. James Comey n'a pas appris son licenciement par cette lettre du président. En réalité, il l'a appris à la télévision. Il parlait à des agents dans les locaux du FBI à Los Angeles quand il a levé les yeux sur les écrans de télé. D'après mes sources, il a fait une blague à ce sujet en l'apprenant. Attendez, il faut que je vous arrête là. Vous dites qu'il parlait à des agents du FBI à Los Angeles, qu'il lève les yeux sur les écrans de télévision derrière eux et il apprend qu'il est viré par la télévision? C'est ce que nous disent nos sources. Ironiquement, toute cette turbulence survient au moment où le ministre russe des Affaires étrangères est à Washington. Donald Trump était aussi tout sourire avec l'ambassadeur russe, Sergueï Kislyak. Quand j'ai décidé de le renvoyer, je me suis dit, cette histoire de Russie et de Trump, c'est un coup monté. Je lui ai dit, pouvez-vous me dire si je suis personnellement visé par l'enquête? Il m'a répondu non. Ses adversaires y voient là une forme de pression sur la justice. Une nouvelle fois, un tweet du président et Washington s'enflamme. James Comey ferait bien d'espérer qu'il n'existe pas d'enregistrement de nos conversations avant qu'il ne commence à organiser des fuites dans la presse. 109 caractères en forme d'avertissement à l'encontre de l'ex-directeur du FBI. Alors pour certains observateurs, Donald Trump a franchi la ligne rouge avec ce dernier tweet qu'on vient de voir. L'idée d'une destitution est revenue en force cette semaine. Thomas, est-ce que Donald Trump est en train de précipiter sa chute ? C'est une semaine noire pour lui. C'était une succession de mauvaises décisions, en tout cas d'une mauvaise communication. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, une communication catastrophique, décision un peu étrange, pour le moins, de virer comme ça, manu militari, le directeur du FBI. Est-ce qu'il précipite sa chute? Moi, à titre personnel, j'ai décidé de ne plus faire de prévisions sur Trump, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Il est absolument imprévisible. Alors, disons, les Américains, eux, sur les paris qui ont été faits, les bookmakers l'ont dit, tout d'un coup, les Américains parient de nouveau sur une destitution. L'idée est là depuis le début de Oui, elle est là son depuis le mandat. début. Moi, j'y crois pas. Parce que pour une destitution, dans les règles d'un impeachment, il faudrait que les républicains se retournent contre Donald Trump. Et tout ce qu'on voit quand même depuis, ça fait que 4 mois qu'il est à la Maison-Blanche, mais les républicains ne le lâchent pas. Ils ont beau être critiques, ils ont beau lui balancer des petites phrases assassines par presse interposée, ils ne le lâchent pas, ils sont derrière lui. Pourquoi? Parce que c'est leur président. Et les États-Unis sont devenus un pays extrêmement polarisé. Et en gros, votre leader, donc le président est toujours le leader du parti qui a la majorité, donc Trump, il a beau être républicain depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est leur président, donc ils le soutiennent. Et par ailleurs, les républicains sont aussi bien contents de l'avoir pour faire passer leur agenda. On l'a vu avec la réforme de l'assurance santé. Finalement, c'est les plus conservateurs qui ont eu gain de cause, et Trump, parce qu'il veut à tout prix passer quelque chose, il leur a permis de passer une réforme, réforme, elle est encore très inaboutie, elle n'a pas été votée, je pense qu'elle ne sera pas, mais quelque chose d'extrêmement radical. Donc voilà. Donc pour l'impeachment, il faudrait que les républicains le lâchent. Et tant que les républicains ne le lâchent pas, il restera, il n'y a aucun moyen de faire partir. Tant qu'il reste populaire, les républicains le soutiennent. Il n'est pas populaire, il n'est même pas très populaire, c'est le président qui permet de faire passer des choses, qui permet d'avancer l'agenda républicain. Donc ils vont pas le descendre comme ça. Et après, même du côté démocrate, il y a le passif de l'impeachment de Bill Clinton qui a quand même été très mal vécu. Et les démocrates ne sont pas prêts, même s'il déteste Trump, je ne pense pas qu'ils soient prêts aujourd'hui
à s'emparer d'un prétexte quelconque, comme les républicains l'avaient fait sous Clinton, pour destituer le président. Gérard ? Oui, bien sûr, on parle d'impeachment parce on pense tout de suite au précédent de Nixon, qui est un peu dans la même genre de concours de circonstances, dans une affaire, s'en était pris au service américain. Mais je pense que l'histoire ne se répète pas forcément. Alors, c'est vrai que cette présidence de Trump est tellement abracadabrantesque, tout ce qu'on a vu en l'espace de quelques mois, où il a dit une chose, fait son contraire, où il a eu quand même enregistré une série d'échecs patents, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur les nominations qu'il a pu faire, sur lesquelles il était obligé de revenir, que ce soit ses relations avec la Russie, avec la Chine, avec la Syrie, etc. C'est assez invraisemblable. Mais en même temps, l'Amérique est une vraie démocratie, une démocratie solide, et on renvoie pas comme ça, sans respecter les règles, un président. Donc alors, à moins qu'il y ait vraiment que sur cette affaire, il soit prouvé que vraiment il a fait ça pour Parce éviter... que la question qui se pose, c'est pourquoi l'a-t-il viré maintenant ? Est-ce qu'il panique ? Est-ce qu'il a pu imaginer que tout d'un coup, l'enquête allait se révéler être compliquée pour lui ? C'est ça. Il y a une enquête en cours au FBI, on ne sait pas où elle en est, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont des éléments, ils ont des choses, puisque par exemple, on a appris la semaine dernière que... Le ministre de la Justice, dont dépend le FBI, avait déjà averti Donald Trump qu'il ne fallait pas qu'il nomme son conseiller sécurité nationale, Michael Flynn, celui qui a démissionné. On lui avait dit, voilà, il y a des soupçons, il ne faut pas le nommer. Il l'a nommé quand même. Donc, il y a une enquête qui est en cours. Après, je pense que ce qu'a fait Donald Trump, c'est aussi une manière d'envoyer un message dans l'administration en disant, faites gaffe à ce que vous faites. Voilà, parce que votre patron, moi, je l'ai viré du jour au lendemain. Juliette ? Oui, moi, je n'ai pas d'opinion sur ce qui va se passer, mais ça donne une impression d'arbitraire. On a l'impression d'un petit entrepreneur qui donne des ordres, qui limoge, qui renvoie. Et c'est assez consternant pour la vie politique américaine. Ce qui est dingue, c'est que non seulement il l'a renvoyé d'une manière, comme on l'a vu, fort peu cavalière, sans lui dire directement, mais derrière, 3 jours après, il lui envoie un tweet en lui disant « Vous avez intérêt à vous taire parce que j'ai peut-être enregistré la conversation avec nous. » On est dans on est dans la télé-réalité, you're fired, vous êtes viré. Oui, mais c'est le petit caïd, parce que le grand caïd n'a pas besoin de menacer les gens de parler. C'est le petit caïd, c'est la petite frappe qui agit comme ça. Peut-être que c'est surjoué, peut-être que c'est un style et une habileté, je ne sais pas. Non, ce qu'il y a, c'est que derrière tout ça, il y a quand même les doutes que l'on a. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ses relations avec la Russie. On sait qu'il a eu beaucoup d'affaires de business avec la Russie, d'ailleurs que ça continue plus ou moins au niveau avec sa famille, etc. Et donc là, il y a des doutes. Mais entre avoir des doutes et arriver à prouver véritablement qu'il y a des choses tout à fait scandaleuses et antidémocratiques qui se sont produites, etc., c'est une autre affaire. Parce que moi, je ne sais pas du tout. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Donald Trump a essayé d'empêcher le FBI d'enquêter sur ses liens avec la Russie ? Il y a quand même cette ombre russe qui plane sur cette présidence depuis le début. Et puis, est-ce qu'il avait lui-même organisé la déstabilisation de la campagne d'Hillary Clinton ? Est-ce qu'il y a des liens particulier pour parler très vite, entre les services secrets russes et lui. Si c'est le cas, effectivement, là, ça posera un problème. Mais avant de le prouver, à mon avis, je pense qu'on est loin. Tu as fait raison. Je pense que ce qu'on voit depuis 4 mois avec Donald Trump, c'est quelqu'un qui est obsédé par la question de sa légitimité. Et parce qu'il a été élu grâce au système des grands électeurs, mais avec 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, il est obsédé par l'idée qu'il a été mal élu, voire pas élu. Et tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de convaincre les Américains qu'il est un président légitime. On se souvient, dès le premier jour, du jour de son inauguration, de raconter qu'il y avait des foules incroyables, ce qui était faux, jusqu'à aujourd'hui, à continuer à affirmer « c'est moi le patron, je suis légitime ». Je lisais quelque chose dans la presse américaine hier ou aujourd'hui. Il paraît qu'il a dans son bureau une carte du vote des différents comtés américains, donc au niveau micro-local. Et finalement, il y a une majorité de comtés qui ont voté pour lui, parce que la majorité des comtés américains, c'est des petits endroits qui sont souvent assez conservateurs. C'est les grandes villes qui ont voté démocrate. Et c'est une carte qu'il donne à ses visiteurs pour leur montrer, vous voyez, tous ces comtés ont voté pour moi. Il est obsédé par la question de sa légitimité. Et c'est ça qui, je pense, le fait agir comme ça. Est-ce que cette obsession pourrait conduire à sa perte ? Parce que sans prendre, vous dites, effectivement, c'est peut-être un petit caïd, mais j'envoie un message. Le fait est qu'il veut aussi braquer les services de renseignement contre lui. Si déjà il y a une enquête, est-ce que ce jeu-là peut s'installer aussi ? Ben oui, c'est ce qui s'était passé au début. On a vu avec la CIA qui
je ne sais pas s'il est assez directement, mais il y a eu un certain nombre de fuites dans la presse. Voilà, on peut penser que le FBI ne va pas non plus forcément accepter le départ de son patron, qui était par ailleurs un patron plutôt respecté, que l'ensemble du FBI et du département de la justice avait l'air d'apprécier. Donc là, je pense qu'il y a une guerre, mais qui existe depuis le début, avant même l'accession de Donald Trump à la présidence, dans ce qu'on appelle l'État profond, qui sont en gros les institutions, et notamment toutes les institutions de sécurité, que ce soit l'espionnage, le FBI, et un président qui un peu n'en fait qu'à sa tête, qui cache des choses. On ne sait pas ce qu'il cache, mais on sait qu'il cache des choses. Et donc voilà, il y a une guerre entre... qui est puissance 10. On avait déjà connu ça en fait dans les années 90 avec Bill Clinton. Bill Clinton était pour beaucoup un pecno venu de l'Arkansas qui arrivait à Washington et l'establishment washingtonien l'avait rejeté. Et là, Trump, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un qui n'a jamais été en politique, qui n'a jamais été élu, qui fanfaronne, qui est tableur, qui ne respecte pas les codes et les conventions de la politique. Ouais, il y a une partie de l'establishment qui ne l'apprécie pas, et y compris cet état profond qui le rejette. Oui. Dans l'histoire du limogeage du directeur du FBI, il ne faut pas non plus omettre le contexte dans lequel ça arrive. C'est qu'il y a quand même une visite du ministre russe des Affaires étrangères. Qu'on a vu tout à l'heure, Sergueï Lavrov. Et ce qui se passe, c'est que le soupçon qui est porté sur Donald Trump est aussi peut-être celui de dire, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un président américain sous influence russe? Est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui que le président américain soit soumis à un chantage de la part des Russes qui fasse que les décisions qu'il prendra soient orientées en faveur de la pression que mèneront sur lui les Russes? Il y a tout cela qui entre en ligne de compte. Ce qui est étonnant, c'est que même sachant effectivement les soupçons qui pèsent sur lui, et la visite de l'ambassadeur russe, il commet une gaffe incroyable en interdisant à la presse de venir prendre des photos. Il y a toujours un pool photographique qui suit le président des États-Unis. On leur interdit la visite avec Sergueï Lavrov, mais les Russes, eux, viennent avec leurs propres photographes. Alors on dit aussi qu'à la Maison-Blanche, ça a été une... plutôt mal perçu que ces images fuitent. Est-ce qu'ils se sont fait un peu avoir par les Russes sur ce coup-là? Je pense, mais rappelons qu'il y avait le ministre russe des Affaires étrangères qui était dans le bureau Oval. Il y avait également l'ambassadeur du Russie à Washington qui, lui, est mêlé à l'affaire de l'élection. C'est une faute de communication incroyable de refuser l'accès aux photojournalistes américains et d'accepter un photojournaliste russe qui après effectivement... Mais au-delà de ça, est-ce qu'il s'est fait avoir par les Russes? Parce qu'il y a ce jeu entre les Russes et les Américains qui revient... S'il s'est fait avoir, c'est un manque d'impréparation incroyable. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, il y a même des gens des services secrets qui sont lâchés sur Twitter en disant mais vous avez laissé rentrer un photographe russe à l'intérieur du bureau Oval? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une security breach, une entorse à la sécurité incroyable. Oui, à vérifier. Donc, s'il y a des micros dans le bureau, c'est un peu ce qu'on a pu lire aussi cette semaine, Gérard, sur ces liens entre les Russes, les Américains, tels qu'ils sont en train de se positionner maintenant autour de cette affaire. Il y a de toute façon, à l'évidence, un vrai malaise. Et c'est là tout le problème. C'est que déjà, avant même qu'il soit élu, il y a eu ce soupçon que les Russes seraient intervenus dans une campagne américaine. C'est quand même invraisemblable quand on y pense, qu'un pays étranger comme la Russie ait pu éventuellement, parce que tout ça reste à vérifier, mais donc intervenir et favoriser l'élection l'un des deux grands candidats. Et puis ensuite, il y a eu toutes ces espèces de changements de pied de Trump vis-à-vis de Poutine, notamment sur les questions de politique étrangère. Donc tout ça donne un sentiment effectivement de malaise, de flou, de confusion, et dans le pire cas de quelque chose qui est pas net, pas clair, et où en tout cas Trump ne s'en sort pas à son avantage. Voilà. Donc tout ça n'est pas bon. Mais ça suffit pas. On peut être un très mauvais président. Et c'est pas pour ça que vous êtes démis de vos fonctions. Pour être démis de ses fonctions, il faut vraiment qu'on arrive à prouver qu'il y a de la trahison, quasiment, ou quelque chose comme ça. Donc là, on n'y est pas. On va conclure avec vous. Quelle est la suite de cette affaire? Comment l'enquête peut se poursuivre? Un nouveau patron du FBI doit être nommé. Quand? Qui? Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent? Il y a des noms qui circulent, des gens assez peu connus du sérail, des juristes, etc. Donc on va voir qui est-ce qu'il nomme. Ça va arriver vite, ça? Oui, ça va arriver vite dans la semaine, je pense. Après, bon, il y a la confirmation par le Sénat, donc on va voir s'il nomme quelqu'un d'acceptable ou de pas acceptable du tout par les démocrates. Il y a quand même des chances qu'il nomme un haut fonctionnaire, enfin quelqu'un qui passera rapidement. Après, il faudra voir effectivement si cette enquête continue, si elle débouche sur des choses. Les démocrates demandaient la nomination d'un procureur spécial, la Maison-Blanche a décliné. Est-ce que ça pourrait arriver? C'est un rapport de force politique.
Peut-être qu'au bout d'un moment, il sera obligé d'en nommer un, mais voilà, c'est un rapport de force politique. C'est assez curieux dans le système américain que c'est le rapport de force politique qui fait que le président va nommer un procureur spécial pour enquêter sur lui, en quelque sorte. C'est ce qui s'était passé avec Clinton et la nomination de Kenneth Starr. Le rapport de force politique l'avait poussé à nommer un procureur spécial. Pareil pour Nixon sous Watergate, il avait dû nommer un procureur spécial qu'il avait ensuite viré. Mais voilà, c'est le rapport de force politique. Pour l'instant, il est très défavorable aux démocrates. Ça ne durera pas, hein. Ça changera au moins dans 1 an et demi, 2 ans, lors des midterms. En attendant, il faut voir. Le ministre de la Justice s'est récusé de l'enquête, mais on voit dès qu'il peut remettre le pied dedans, il remet le pied dans la porte. Donc voilà. Bon, on verra déjà cette semaine, vous nous dites qui sera nommé à la tête du FBI. Est-ce que ça donnerait une indication, en tout cas, de ce rapport de force? Merci pour ces précisions sur l'agenda américain. Je vous propose qu'on parte maintenant en République démocratique du Congo. La question des élections d'ici à la fin de l'année se fait pressante. Les indicateurs sont au rouge avec plusieurs blocages persistants. Le rapatriement du cercueil de l'opposant historique à nouveau reporté, Étienne Tshisekedi, un nouveau gouvernement calqué sur le précédent qui fait des mécontents, et puis les violences au Kasaï désormais invoquées par la commission électorale. Des organisations de la société civile lancent donc une campagne pour inviter les Congolais à se mobiliser. Reportage à Kinshasa de notre correspondante Francine Mokoko avec Ilham Taoufiki. Des écharpes aux couleurs du drapeau national. Tous les Congolais sont invités à arborer du bleu, du jaune et du rouge pour réclamer les élections en 2017. Une campagne lancée en début de semaine par un collectif d'une trentaine d'ONG. Le but étant d'interpeller les autorités politiques et les responsables de la CENI sur l'urgence d'organiser les élections au courant de cette année parce que le peuple veut changer la classe politique. Changer la classe politique, donc. Une chose est sûre, le gouvernement Tshibala n'a pas vraiment changé, notamment sur les portefeuilles clés. Intérieur, justice, affaires étrangères, défense, mines, pétrole, toujours entre les mains des fidèles du président Kabila. Et ici à Kinshasa, personne ne semble y pouvoir grand-chose. Ce sont des manœuvres qui sont en train de créer pour se maintenir au pouvoir. Il n'y a rien de nouveau. Critique et résignation, tout comme chez les instigateurs de la campagne pour des élections en 2017. Les organisateurs nous avouent sensibiliser la population loin des regards, dans des endroits fermés, par peur de répression. Force est de constater que dans les rues de Kinshasa, pas d'écharpe, de boubou ou quelconque tenue aux couleurs du drapeau national. La campagne ne prend visiblement pas. Cette campagne, ni la campagne en vue de la présidentielle, puisqu'on est en mai, il n'y a toujours pas de calendrier électoral. Vendredi, la commission électorale disait que cette présidentielle risquait d'être reportée en raison des violences de groupes armés dans le centre de la RDC, référence aux violences dans le Kasaï. Est-ce que le pouvoir est en train de jouer un autre de ces tours de passe-passe ? Non, là, il n'a même plus besoin de jouer un tour de passe-passe. Vous auriez pu ajouter à la situation d'urgence Ebola qui s'est déclarée dans le nord du pays. On est dans un schéma qui a été prévu par le président Kabila et sa majorité. Ça fait 16 ans qu'il est à la tête de ce pays. Il est arrivé et on a dit que c'était l'an zéro de la démocratie en RDC. Ça fait 4 mois qu'il a dépassé le mandat qui lui avait été accordé et que l'opposition, malheureusement, n'arrive pas à s'accorder sur la manière de gérer cet après-mandat. Parce que donc il y a eu un accord le 31 décembre, l'accord de la Saint-Sylvestre, qui dit que des élections doivent être organisées avant la fin de l'année. Est-ce que l'idée maintenant fait son chemin en RDC, que cette présidentielle, ces élections n'auront pas lieu ? L'idée, c'est qu'on arrive à organiser des élections à la fin de l'année, c'est-à-dire au plus tard en décembre, le 19 décembre 2017. Mais on est très mal parti pour, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour le faire. Il n'y a pas d'entente au niveau des partis politiques. Rappelons quand même, Jean-Pierre Bemba était le président du MLC. Ce parti s'est liquéfié complètement. Aujourd'hui, l'UDPS, qui était incarné par Étienne Tshisekedi, est en voie également d'implosion. Et là, devant le président et sa majorité, il ne reste qu'aujourd'hui que les organisations de défense des droits de l'homme, comme les différentes associations qui appellent aujourd'hui au respect de la Constitution et autres. Et donc, finalement, il n'y a aucune force politique véritablement constituée qui représente une alternative au président. Et alors, finalement,
comme la communauté internationale n'a pas une vraie emprise sur Joseph Kabila et qu'il a deux voisins très importants qui le soutiennent encore, l'Angola et le Rwanda, si ces voisins-là ne sifflent pas la fin de la récréation, il y a peu de chances que la situation évolue avant le 19 décembre 2017. Et puis à côté de cela, si le Zimbabwe s'était bien porté, il est probable qu'il aurait lui aussi joué sa carte là-dedans. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un statu quo qui arrange la majorité présidentielle et l'arrange parce que la classe politique en face a tout fait pour lui laisser les cartes en main. Je me tourne vers la philosophe du politique pour un commentaire sur cette situation à RDC qu'on voit pourrir d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. C'est-à-dire la démocratie, c'est pas simplement la consultation électorale et l'élection au suffrage universel, c'est aussi une éducation politique. Je crois savoir que malgré les efforts, il y a encore 25% des 25-50 ans qui sont analphabètes. On manque de presse, de structuration partisane, peut-être d'intellectuels libres, bien formés, peut-être en Occident, je ne sais pas, je ne connais pas la situation précisément. Donc les ingrédients de la montée d'une prise de conscience et d'une opinion publique exigeante ne sont pas du tout réunis. On est dans le cadre d'un potentat post-colonial qui n'a pas bougé et qui a même empiré depuis au fil des années, d'après ce que je crois savoir. La culture politique est là, parce que la société civile a pris les choses en main véritablement. Mais c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas de candidat, elle ne présente pas de candidat contre le président. Elle ne présente pas de candidat pour les législatives, elle ne présente pas de candidat pour les élections provinciales. Et donc, du coup, elle est une force qui est là simplement pour moduler le degré de satisfaction ou d'insatisfaction de la population, mais sans avoir de prise véritable sur le jeu politique. C'est cela, l'éducation politique. Oui, mais je pense que c'est un peu nouveau, parce que contrairement à ce qu'on a pu voir au Burkina Faso ou à Dakar avec les Y en a marre, le fait qu'une société civile commence à descendre dans la rue et réclame des choses, c'est très récent. C'est arrivé l'an dernier, en fait, en RDC. C'était assez peu présent jusqu'à maintenant. Donc il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est souvent violent. C'est aussi pour ça qu'il y a eu du coup l'accord de la Saint-Sylvestre qui s'est créé pour éviter trop de violence. C'est ce que je pense craint le pouvoir. Mais c'est relativement neuf en RDC, ce phénomène de la société civile qui commence à associer aux militants des droits de l'homme, qui commence à réclamer une démocratie qui ne soit pas que d'apparence, qui demande même simplement, je pense qu'en RDC, on en est à simplement avoir même pas une bonne gouvernance, une gouvernance, c'est-à-dire un président qui gouverne, qui fait des choses, qui fait avancer le pays dans une direction ou dans une autre. On n'a même pas ça depuis les 16 ans de Kabila. Louis, en réaction à ce que dit Thomas ? C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la RDC est sur le plan institutionnel complètement hors jeu. Tous les mandats sont arrivés à expiration. Les mandats locaux, les mandats nationaux, les mandats provinciaux. Tout le monde est hors mandat aujourd'hui. Ce qui signifie que pour revenir à une légalité républicaine, il faudra absolument organiser des élections. Qui va payer pour ces élections ? Qui va organiser la distribution ? C'est quand même un pays qui est assez vaste. Hein. Il fait au moins 4 fois... C'est le géant d'Afrique centrale. 4 fois et demi la superficie de la France. Le coût des élections est estimé effectivement à 1 milliard d'euros, dont il n'y a même pas le premier euro pour l'instant débloqué dans le budget du gouvernement. Et au niveau de l'opposition, ce qui a conduit à la nomination de Tibala, c'est qu'il était demandé que l'opposition propose au moins 2 ou 3 noms de candidats pour la nomination et que le président, qui a le dernier mot, en nomme un. L'opposition estimait qu'elle n'était pas obligée de respecter cette volonté, que le choix devait naturellement porter sur le candidat qu'il désignerait et qui serait le Premier ministre. Et donc c'est pour sortir de cette impasse politique que le président a en quelque sorte cassé la baraque, a imposé son choix pour marquer l'agenda et marquer surtout qu'il est encore président. Et donc c'est une manière de sortir de la crise qui n'est probablement pas une sortie par le haut, mais qui manifeste toute la difficulté que l'on a. Depuis le 4+1, qui avait été le système politique hérité du dialogue intercongolais de Sun City en 2002, on n'avait plus ce type de blocage politique en RDC. Là, malheureusement, on y arrive avec en bonus Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui l'un des leaders les plus incontestables de l'opposition, mais qui est à l'étranger. Il ne peut pas revenir en raison des affaires qui lui sont données. Cette semaine de l'hebdomadaire français Paris Match concernant Moïse Katumbi, le chef des services de renseignement a ordonné une enquête fiscale sur toutes ces sociétés. C'est une 3e affaire judiciaire contre Moïse Katumbi. Gérard, vous vouliez intervenir ? Non, il faut toujours avoir en tête que la démocratie, c'est
c'est pas simple, c'est un très long apprentissage. Si on revient déjà aux sources en France, il a quand même fallu à peu près un siècle et demi pour qu'on arrive à une république à peu près démocratique en France, et ensuite avec beaucoup d'accidents, etc. Et que quand il y a un régime autoritaire, une dictature quelque part, ça fait du mal, bien évidemment, c'est par définition antidémocratique pendant la période où dure ce régime autoritaire, mais ça fait du mal aussi longtemps après. Quand vous regardez le nombre de pays, par exemple, je ne sais pas, regardez les difficultés qu'a la Tunisie, regardez la Syrie où l'opposition n'a jamais réussi à s'unir contre Bachar al-Assad. Je ne parle pas de pays comme la Russie qui n'ont quasiment jamais connu la démocratie. C'est compliqué la démocratie, c'est compliqué à organiser, et surtout quand justement ça n'a pas été préparé, quand il n'y a pas d'apprentissage. Juliette ? Un certain nombre de philosophes, Souleymane Bachir Diané par exemple, pensent que seule la violence actuellement est possible, une solution possible en République démocratique du Congo, mais une violence libératrice. Il y a plusieurs sortes de violences. Nos révolutions... Par ça, mais... Non, mais bon, c'est quelque chose, un propos désespéré. C'est-à-dire, on souhaite tous, évidemment, des passages, des transitions démocratiques. Mais ça ne se là, fait pas comme ça, en tout cas. La question qui se pose aujourd'hui en RDC, c'est combien de temps les Congolais vont supporter cette situation qu'ils jugent illégale? Est-ce que la RDC, aujourd'hui, alors on se parle, est une bombe à retardement qui ne peut qu'exploser fatalement? Elle a déjà explosé. Elle a malheureusement explosé. On est dans un pays qui aujourd'hui a cessé d'être aussi puissant et rayonnant qu'il l'était. Rappelez-vous, le combat Foreman contre Ali, c'était quand même là-bas, hein, c'était à Kinshasa. C'est un moment oublié. Cette gloire antérieure de la RDC est aujourd'hui oubliée. On est dans une crise, dans un marasme qui n'arrête pas depuis les années 92, depuis avant même 92, parce qu'en 92, quand il y a eu le dialogue intercongolais, ça faisait 4 ans que la deuxième guerre du Congo avait eu lieu. Donc, on est dans un marasme qui dure depuis longtemps. Les Nations Unies y sont. Est-ce que la RDC, puis on conclura là-dessus avec vous, Louis, est-ce que ce que tout le monde craint, c'est un bain de sang? Est-ce que, selon vous, c'est le scénario qui pourrait se dessiner pour la RDC aujourd'hui? Ce que j'essaie de dire, c'est que la RDC est déjà dans le bain de sang. Que vous preniez les deux Kivu, que vous preniez l'Ituri, que vous preniez le Kasaï, on est aujourd'hui dans une situation où Kinshasa se porte bien, mais l'immense RDC se porte très mal. C'est le grand malade de l'Afrique centrale, c'est le grand malade du continent de façon générale. Il y a eu la mort, il y a eu l'éviction de Mobutu, son remplacement chaotique et surtout le fait que son remplaçant a été assassiné et son fils a pris le relais, mais la démocratie ne s'en porte pas mieux. Donc il y a une grosse difficulté aujourd'hui à remettre sur pied ce géant au pied d'argile. Et on suit tout ça de très près à Kiosque, vous le savez, on suivra la situation là-bas attentivement, d'autant qu'on est très très regardé en RDC. On salue nos téléspectateurs là-bas. Je vous propose, et c'est notre vraie conclusion, en général elle nous est donnée par Dilemme d'un coup de crayon, je vous propose qu'on passe en revue la semaine. Et puis évidemment, Dilemme s'intéresse à la passation de pouvoir en France dont on parlait tout à l'heure. Toi président, dit François Hollande à Emmanuel Macron, un clin d'œil à sa célèbre anaphore d'il y a 5 ans, moi président. Emmanuel Macron est donc officiellement le chef de l'État. Le costume lui va très bien, commande ses Français face au portrait officiel. Alors on le voit dans des chaussures trop grandes pour lui. Emmanuel Macron qui accède au pouvoir alors qu'une vague de cyberattaques simultanées touche 150 pays dans le monde. Une première à cette échelle. C'est une des grosses informations de ce week-end également. 200 000 victimes, essentiellement des entreprises, indique Europol aujourd'hui. Ça suscite de l'inquiétude chez les experts en sécurité. Et puis auprès du groupe État islamique également qui s'attend à une explosion du chômage, d'après Dilemme. Il est assez juste peut-être ce dessin de Dilemme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le vrai risque est un cyber-risque, Thomas? C'est ce qu'on a pu voir effectivement ces derniers jours, une attaque incroyable qui en plus, d'après ce que l'on sait, ce sont des hackers qui ont exploité des logiciels mis au point par la NSA. Est-ce qu'il y a une faute aujourd'hui de la NSA? Est-ce que la NSA aurait dû prévenir? Justement, la NSA aurait dû prévenir, mais a préféré garder une faille dans le Microsoft Windows pour pouvoir l'exploiter, mais des hackers l'ont fait avant. Donc effectivement, il y a un véritable enjeu, puisqu'on voit aussi, il ne faut pas oublier que la campagne américaine d'Hillary Clinton a été piratée, celle de Macron a failli l'être, ou il a été en partie à la fin sans beaucoup de résistance, mais on en est à atteindre les fondements de la démocratie aujourd'hui. Et est-ce que c'est, parce que ça c'est quelque chose qu'on a pu lire ce week-end aussi, est-ce que c'est annonciateur de la cyber-apocalypse, c'est-à-dire que le vrai danger aujourd'hui vient de ce cyberespace et qu'on le sous-estime? Je ne sais pas si on ira jusqu'à l'apocalypse, j'espère que non. Mais en tout cas, oui, j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris, mais c'est vrai que c'est des enjeux qui sont énormes, des menaces sur lesquelles on a un peu mis le mouchoir dessus pour pas en parler. Moi, j'avais entendu parler déjà d'histoire
histoires assez incroyables, par exemple, de gens qui pouvaient bloquer tout un hôtel avec les clients à l'intérieur de l'hôtel et qui demandaient une rançon et des choses comme ça. Alors on n'en parle pas pour pas donner de mauvaises idées, etc. Mais il y a un vrai défi. Un vrai défi. Alors d'un mot très rapidement, Louis. Cela dit, on est passé en travers des gouttes avec le bug de l'an 2000, donc les gens sont confiants. Ils ont raison. Le bug de l'an 2000, c'était il y a 17 ans. Le monde a changé. On en parlait tout à l'heure. On continue avec Dilemme. Aux États-Unis, Donald Trump a limogé le directeur du FBI, James Comey, ici avec une jolie empreinte de pied au derrière. Et puis pour finir, Bruxelles réclame des informations sur une éventuelle interdiction par les États-Unis des ordinateurs en cabine à bord des avions en provenance d'Europe. Il fait combien de pouces votre écran, demande ce douanier à une femme en niqab. Voilà, c'est la fin de Kiosque. Merci à vous 4 pour vos commentaires sur cette actualité, comme toujours passionnante. Merci à vous qui nous regardez. On vous attend nombreux sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez pour nous faire part de vos commentaires. Je vous dis à dimanche prochain avec grand plaisir.